Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau Wutao Live du mardi. Nous sommes heureuses ce soir d'accueillir Solène Thomas. Bonsoir Solène. Bonsoir Delphine. Bonsoir Emmanuel Paul. Bonsoir Delphine, Solène. et bonsoir Solène. Bien que... Donc pour vous, alors voilà, à chaque fois que nous invitons une personne, soit on a envie de la rencontrer, soit on s'est déjà rencontré et on s'apprécie et on s'estime. C'est le cas avec Solène qui, la veille du confinement en mars 2020, avait organisé un événement au Zénith qui rassemblait 100 femmes. Alors tu n'hésites pas surtout à préciser, Solène, autour de son association, peut-être d'ailleurs co-créée, c'est peut-être une association, vous êtes plusieurs dans cette association. Voilà, ça, tu préciseras aussi. 100 femmes sur scène. Oui, 100 femmes sur scène pour partager leur parcours, leur cheminement. C'était des scénettes venaient aussi parcouraient une sorte de fil d'Ariane pendant toute la soirée. Et notamment, il y a eu le Wutao sur scène, parce que aussi Solène connaît bien, il y a des affinités avec Céline Lally. J'en profite pour nommer Céline qui organise dans l'ombre tous ces lives et qui est chef de projet aussi et qui est responsable du développement du e-learning et de plein d'autres choses aujourd'hui pour le Wutao. Et des affinités, des liens voilà, entre Solène et Céline ont permis ce moment où donc juste avant que, entre guillemets, tout s'arrête, eh bien, il y a eu cet épiphénomène de Wutao sur la scène et cette soirée d'éclore. Un peu plus tard, Solène, tu es venue au Centre Tao Paris, qui a été créé par Emmanuel Paul, pour participer à une table ronde au Festival du féminin, qui s'appelait Femmes debout, donc avec l'association aussi Debout Citoyenne et dans cette toute dynamique et cette idée. Et ce qui nous plaît avec toi, Solène, c'est ce lien que tu établis et que tu crées entre l'intime et le sociétal. Et le sociétal et l'intime comme finalement peut-être deux éléments que nous aimons, encore une fois, comme le corps et l'esprit, que notre collectif mentalisé aime séparer, mais qui finalement, je parlais déjà du corps sociétal et que nous sommes le corps sociétal. Et ça, c'est un thème qui est très cher à Emmanuel et Paul. Et déjà, il y a maintenant, donc, je sais, près de 25 ans, on s'est rencontrés à travers la revue Génération Tao. Puis après, avec le Centre Tao Paris, eh bien, ça a toujours été leur désir, leur envie de créer des passerelles entre les mondes, entre les univers, des arts du geste, de la société, et en ayant déjà cette conscience qu'il n'y a pas de séparation, que l'acte sociétal, que l'acte spirituel, que le cheminement intérieur est un acte politique, et que l'acte sociétal dépourvu et que l'engagement sociétal dépourvu d'un cheminement intérieur, dépourvu d'une implication intérieure. Enfin voilà. Donc les deux, ce sont deux portes qui circulent. Je peux témoigner qu'en 25 ans, ça n'a pas été simple. C'était profondément avant-gardiste et visionnaire. Et que nous nous sommes heurtés, je l'inclus aussi dedans, à travers la revue et le centre, que nous nous sommes heurtés vraiment à des difficultés de passerelles, de liens, de guerre de chapelle. Des cuirasses. De cuirasses caractérielles, encore honneur à Reich, entre tous ces milieux. Donc, ravi de voir que depuis quelques années, déjà, les colibris, par exemple, étaient très aussi dans un engagement sociétal et à travers aussi le cheminement intérieur de Cyril Dion, qui a fait un burn-out, etc., qui a un burn-out et qui a changé aussi, qui s'est rendu compte que le cheminement intérieur était important. Plein d'autres sont arrivés. Alors, juste une petite précision qui vient de Philippe Guillemot, que j'ai bien aimé quand il raconte son histoire et sa dépression, qu'il ne nomme pas dépression ou burn-out, mais une déconstruction. Et donc, l'idée d'un moment peut-être de déprimer ou de faire un burn-out est nécessaire pour pouvoir se déconstruire et se recréer. Oui. Merci pour cette précision, Paul. C'est vrai que je suis restée avec le terme qu'utilisait Cyril Dion dans mon souvenir visuel. Mais merci pour cette précision. Puis comme ça, on continue à tisser de mardi en mardi. Donc, Solène, voilà, comment pourrais-tu te présenter aujourd'hui davantage? Je sais que tu viens aussi du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, que tu as été chasseuse de tête. Quel
terme incroyable. Est-ce que tu peux un peu plus nous évoquer aujourd'hui, parce que je sais que tu es dans une phase de transition importante, justement, t'en reviens un petit peu de cet univers tout en décidant de le changer de l'intérieur. Merci Delphine. Toujours une question difficile de se présenter en un temps court. Je dirais que j'agis à 3 niveaux. Au niveau des personnes, des collectifs, à un niveau sociétal. Au niveau des personnes, c'est par un métier qui s'appelle effectivement chasse de tête, un nom un peu barbare, que je fais sûrement de manière assez différente. Moi, mon enjeu, c'est d'aider des collectifs à être dirigés de manière éclairée, donc à mettre des leaders serviteurs au bon niveau de responsabilité. Le problème pour moi n'est pas l'élite, mais l'élitisme. Et puis sur nous, avoir une élite dans tous les domaines qui soit éclairée, connaisseuse et au service, et pas qui se servent. Donc voilà, c'est un premier sujet de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et demain, je vais me spécialiser. Je suis spécialisée depuis longtemps sur la féminisation des instances dirigeantes. Comment donner plus de pouvoir aux femmes, l'enjeu étant de mettre plus de yin dans notre rapport au pouvoir. Donc ça, c'est le premier pan de ma vie. Le second, c'est d'expérimenter des collectifs de travail émancipateurs où chacune exprime son autorité, agit à partir de son autorité au service d'un vrai cœur et une vraie intelligence collective. Et donc, on a une équipe cœur avec Éclore d'un peu plus d'une quinzaine de personnes et on fait un vrai travail de fond, de reliance, de résonance pour co-créer ensemble. Et ça, c'est un vrai laboratoire. Comment apprendre à œuvrer ensemble avec le génie créateur des personnes et du collectif et de la vie. On fait beaucoup d'expérimentation. Et le troisième niveau logique, c'est la contribution à une transformation de société. Et ça se fait vraiment par le mouvement Éclore qui ouvre des espaces de rencontre pour changer nos logiciels intérieurs ensemble. On a organisé plus de 300 manifestations, d'un atelier de 10 personnes à un zénith de 2 ou 3 000 personnes. Et donc, toujours dans cette idée de rassembler des personnes sensibles, qu'on appelle des créatifs culturels en sociologie, typiquement qui vous êtes. Et ces personnes, nous sommes des sentinelles des nouvelles tendances de société. Et donc, on organise des moments qui sont des caisses de résonance pour propager plus avant ces nouvelles cultures. Wow. Voilà en quelques mots. Merci Célène pour cette présentation. Tu vois, c'était bien que tu la fasses. Je rebondis avec la notion de créatif culturel qu'on a aimé aussi appeler créateur de culture. À l'époque, justement, dans la revue Génération Tao, bien Yves Michel, à l'époque, c'était Manicode Vongbani qui était rédacteur en chef de Génération Tao. Et il y avait eu une interview d'Yves Michel qui avait publié les 2 Américains qui avaient fait cette étude aux États-Unis et avaient fait ressortir ces créatifs culturels traduits. Voilà. Souvent, quand on disait créatif culturel, les personnes ne comprenaient pas grand-chose. C'est pour ça que la notion, on a plutôt pensé créateur de culture, d'une nouvelle culture, on aurait pu rajouter. Et donc ensuite, Yves Michel a fait cette étude en France. Il y a déjà un bon nombre d'années et c'était 22%, je crois, aux États-Unis et c'était 17%, donc il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années en France. Je pense qu'on est largement au-dessus. Et justement, par rapport à ces créateurs de culture, là, je m'adresse à Imanou et Paul parce que je pense que ça les inspire. Et puis, ce lien justement entre l'intime et le sociétal dont tu nous parleras aussi, Solène, qui est très important pour toi, qui est comment ce passage de cheminement intérieur va agir sur le sociétal, comment le sociétal agit sur l'intime, et même est-ce que ces interactions ne sont pas tout à fait, quelque part, nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, hors live, nous sommes le corps sociétal. Imanou, Paul. Je vais être fidèle à Reich encore et à son enseignement, surtout par rapport au fait que Reich avait réinsisté beaucoup sur le fait que le cheminement et la révolution individuelle devaient déboucher sur une révolution dans le corps sociétal. C'est-à-dire que si je suis avec un compagnon ou une compagne qui ne me convient pas, le chemin que je fais sur moi à un moment va faire en sorte que je me dois de bouger ces lignes-là et de changer
de compagnons, de compagnes, de professions, de lieux géographiques, etc., etc. Et qu'il y a un effet donc de l'épanouissement trouvé peut-être un petit peu seul dans l'alcôve de la relation avec l'accompagnateur psychanalytique ou d'analyse reichienne, et qui doit donc déborder quelque part de sa propre individualité et induire une sorte d'onde de changement dans son environnement. Ce n'est pas beaucoup ce qui se passe. Je trouve qu'il y a un effet pervers de beaucoup d'accompagnement aujourd'hui psychothérapeutique qui est plutôt de renforcer l'adaptation à éventuellement des conditions qui ne sont pas bonnes ou pas justes, ou en tout cas qui ne permettent pas l'épanouissement de la personne. Et donc, dans les créateurs de culture, je pense qu'il se passe la même chose, c'est-à-dire que ce sont des personnes à un moment qui ont cheminé, quel que soit leur chemin, et qui à un moment sont même limités par ce qu'est la société. Donc, ils ne peuvent pas se sentir bien, simplement ils l'ont peut-être fait en changeant de compagnon, de compagne, de profession, de métier, d'endroit géographique, mais à un moment, ça ne suffit pas. C'est pas ça. Il y a autre chose. Et il y a autre chose là qui fait appeler, qui est lié aussi à une inspiration, à un appel, et qui va donc nécessiter aussi une foi, c'est-à-dire d'être un peu, j'aime bien donner cet exemple toujours de l'oiseau migrateur qui part pour la première fois. Donc, l'oiseau migrateur, créateur de culture, le créatif culturel, d'un seul coup, il y a un telle chose qui pulse là, qui doit partir. Donc, il envoie quelques autres qui se sont essayés, ils regardent autour, ils se disent, ils y vont, j'y vais, mais il ne sait pas où. Et donc, il ne sait pas où il va. Il sait qu'il y va et qu'il doit y aller. Et là, il y a on doit se défaire aussi de choses, de peur, d'appréhension, d'empreinte, etc. Et c'est là où on rentre dans la phase du chemin qui n'est pas seulement le chemin d'une boucle, d'une conscientisation, d'un défroissage de mes empreintes liées au passé, donc au passé individuel, au passé transgénérationnel, pourquoi pas le passé karmique aussi, mais à un moment où dans cette boucle, il y a une autre boucle devant qui est ce qui m'inspire, ce qui m'aspire et auquel je vais répondre et auquel il va y avoir par contre des petites luttes, des fois des résistances de l'ancien, des empreintes par rapport à à quoi je réponds et ce vers quoi je vais. Et là, c'est une autre phase du chemin où c'est en répondant à cette aspiration que je conscientise encore, et peut-être des fois dans des retours de lumière encore plus dans l'obscur, d'aller beaucoup plus loin profondément, parce que ce chemin-là va amener ce qui ne veut pas. Et là, j'ai une petite pensée aussi pour Sri Aurobindo et Mira Alfassa, qui nous ont aussi beaucoup inspirés sur ce chemin-là. C'est que quand on fait le chemin, la mort a peur de mourir. Donc, la maladie a peur de mourir. Donc, mes comportements ont peur de mourir. Donc, je prends conscience, je vois que je rejoue, mais ça veut continuer à vivre. Et je pense que pour faire le lien, et je m'arrêterai là, c'est exactement ce qui se passe là aussi au niveau sociétal. C'est-à-dire qu'au niveau sociétal, comme au niveau individuel, on a exactement cette même chose en nous, où on convulse les parties en nous qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas aller vers cette mutation et ce changement, se raccrochent, convulsent et réaniment en plus l'empreinte de naissance, la nôtre particulière, qui a été ce qu'elle a été. Et dans cette naissance qui se joue là pour le monde et pour l'individu, se rejouent aussi les empreintes de naissance de chacun. Et donc là, il faut se poser, respirer, accepter et acter. C'est vraiment aussi important. Ce n'est pas seulement dans la retraite, seulement dans l'attente d'un positivisme, de l'avènement, etc., etc. Et acter, et je terminerai avec aussi un petit peu quelque chose, acter d'une manière nouvelle des noms, car comme je l'ai dit en aparté au début avant que le live commence, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça que dire non, c'était aussi un oui à l'intérieur de soi. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui. Je dis ça pour préciser la bataille qui se passe un peu dans les différents courants de corps social, où il y en a qui ne veulent absolument pas dire non. Pour moi, ces personnes-là ont été un peu désarmées psychologiquement par des années de regard sur non, soit positif, soit ouvert, ouvre-toi, etc., etc. Ça devient une condamnation à un moment, ouvre-toi. Non, non pour pouvoir dire oui. Non, c'est un oui à soi aussi. Donc, je pense que c'est important de restaurer ça, mais de ne pas repartir dans ce que je pourrais repartir, moi, personnellement, qui est un non de guerrier.
C'est-à-dire que moi, j'ai même, je vous avoue, hein, ici et devant tout le monde, des fois, j'aurais envie d'aller me battre là aujourd'hui. J'aurais envie, ça me ferait du bien, parce que là, j'ai besoin d'un ennemi à un moment pour pouvoir un peu, voilà. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de trouver des noms qui soient plus féminins, des noms qui soient plus poético-politiques, qui soient des actes. Euh, comme Laurent Hugoli m'a dit aussi, savoir crier au feu sans brûler l'autre. C'était pas ma spécialité jusqu'à maintenant. Hein, mais donc, je vois que c'est le féminin. Voilà, il y a des noms à des noms inspirés. Inspirés. Voilà, je m'arrête. J'ai juste envie de réagir au terme ennemi. Quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est considérer l'autre qui peut être néfaste, négatif, non pas comme mon ennemi, mais comme mon adversaire, à savoir le versant obscur de ma part lumineuse. Et le propre de l'adversaire, c'est d'être un alter ego. Voilà. J'aime bien l'idée de considérer l'autre comme un adversaire et non comme un ennemi. Très belle précision. Et du coup, moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à l'aïkido aussi. Le fait d'être aïki, c'est-à-dire prendre l'autre aussi, de l'amener à comprendre son geste, mais c'est sur soi qu'on chemine aussi à travers ça. Et donc voilà, je trouve ça très beau, j'aime beaucoup. Je suis très heureuse de commencer ces échanges et voilà, c'est juste délicieux. Et je voulais dire aussi, je ne pensais pas qu'on a... je retrouve en toi, Solène, beaucoup de choses de complétude qu'on a aussi, mais je n'imaginais pas à ce point-là, et en tant que chasseuse de tête, avec ce grand mot. Et alors, ce qui m'a fait tout de suite penser, c'était, on avait quelque chose comme ça qu'on avait au sein, quand on a commencé, quand Delphine, tu as commencé et que tu parlais qu'il y a 25 ans, voilà, on avait cheminé là-dessus aussi. En entreprise, on appelle ça une entreprise alternative de conscience. Donc, tout ce dont tu as parlé, moi, ça m'a fait écho à ça. Et en fait, ce que disait aussi rappelez Paul, tout ce qui empêchait le oui, il montait à la surface. Ou alors, si c'était un non, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, c'était une expérimentation pour aller dans le nous et trouver quelque chose qui correspond au projet qu'on s'était donné ensemble de faire. Donc, ça m'a fait beaucoup d'écho, ce que tu disais au départ, donc plus que des échos. Et puis encore une petite chose, parce que ça m'a fait tilter à plein d'endroits. Et pour retourner et finir là-dessus, c'était quand il y a eu cette enquête des créatifs culturels, j'étais hyper contente. Ces créateurs de culture, comme on l'avait si bien nommé. Et je me suis dit, ça y est, on va avoir une place, une reconnaissance. Et du coup, aujourd'hui, je me dis oui, c'est comme si on nous avait bien étudié aussi pour nous faire taire. Il y a eu le paradoxe. Et je me dis, waouh, ça a été... De me rendre compte de ça aussi, ça m'a mis un coup. Mais ça m'a donné aussi la force parce qu'on a quand même eu ce temps de se remplir, de se rencontrer malgré nos chapelles, différences, nos sensibilités différentes. Et aujourd'hui, quelque chose nous amène à faire un lien ensemble pour aller au-delà de nos spécificités, parce que les créateurs de culture sont tellement diversifiés qu'on a du mal à se retrouver. On a eu beaucoup de mal, on était content d'être connus, mais pendant ce temps, d'autres nous étudiaient pour vraiment arriver à justement phagocyter. Et c'est le moment d'éclore, c'est le moment de faire ensemble, c'est le moment de... Voilà, donc voilà, je suis vraiment à cette croisée des chemins et cette prise de conscience, connaissance et de partage. Et tout comme ce que tu disais avant de commencer, c'est vraiment, et ce que disait Paul, c'est trouver le non, savoir dire non et dire oui, mais en amplifiant toute cette sensibilité. Voilà, pour moi, on monte en amplification, on amplifie notre être sensible et on n'a plus à se cacher. On a vraiment à se révéler, mais bon, on va faire avec les peurs, les pressions, ainsi de suite. Chacun. Je pense qu'on doit dépasser le syndrome des villages gaulois. Ouais.
qui ont eu besoin d'un Vercingétorix pour se regrouper contre César. Il a fallu donc un contre très fort, mais aussi une figure qui les a rassemblés. Sinon, ils étaient incapables de se rassembler. Aujourd'hui, on a un côté un petit peu comme ça. On voit ça. Le fait de réussir à se relier, c'est l'enjeu là. Et peut-être que c'est une Vercingétorix qui doit arriver. Je blague aussi un petit peu, même par l'idée que c'est peut-être pas une personne. Non. Il y a certainement autre chose. C'est ça qui bouge. Les collectifs de citoyens notamment et de citoyennes qui bougent. Je rappelle par rapport à l'étude des créatifs culturels qui avait été faite à l'époque par Yves Michel, que parmi ces 17%, il y avait 8% qui étaient des personnes qui actaient un cheminement intérieur et spirituel. C'était loin d'être la majorité aussi. C'est intéressant de voir comment je pense que ça a beaucoup bougé aussi depuis 10-15 ans. Et l'engagement, justement, vous avez parlé d'engagement, vous avez parlé d'être sensible, Imanou. Et je sais que ces deux notions sont très importantes pour Solène. L'engagement politique notamment, les êtres sensibles aussi, et comment ramener cette sensibilité. Solène a fait le choix de ramener cette sensibilité et de changer de l'intérieur les entreprises. Donc, voilà, je voulais bien t'écouter là-dessus, Solène. Et j'ajoute un mot, parce que j'ai une pensée pour Christophe Chenbaud, qui, pour changer aussi le mot d'engagez-vous, qui pour lui n'était pas suffisant, il aimait utiliser, et il a écrit un livre sur le sujet, qui était « Impliquez-vous ». Et j'aime bien cette idée de pas seulement s'engager, mais de s'impliquer, qui donne peut-être encore plus la notion d'action. Ouais, il y a une métaphore dans le livre de Laloux, Reinventing Organization, sur engagement, implication. Il parle, quand on fait si mes souvenirs sont bons, quand on fait une omelette au jambon, je ne sais pas, peut-être que certains sont végétariens ou d'autres non, mais peu importe. Quand on fait une omelette au jambon, la poule est engagée dans l'omelette, mais le porc est impliqué. Oui. C'est ça. C'est la différence. J'adore. Non, méditer. J'espère qu'on ne finira pas en omelette. Mais ce ne sera pas le jambon. C'est ça que j'allais. Parce que quand on est des jambons, bon, je m'arrête là. Mais c'est vraiment. À quoi correspond pour toi l'engagement politique et l'acte politique, Solène? C'est quoi aujourd'hui la politique? C'est quoi être un être politique? On a 3 heures. Je vais juste partir de moi parce que la question est infiniment plus grande. Donc, j'ai juste envie de partir de moi et de ce que je vis et de ce que je fais. Parfait. Pour moi, dire non à la tyrannie dans une réunion avec 15 personnes dont le grand chef sue à plume qui maltraite une collaboratrice et dire « je ne suis pas d'accord avec ce que j'observe, je suis en colère ». Je souhaite que mes collaborateurs se respectent, quel que soit leur lien hiérarchique. Je demande à sortir de la salle. C'est un acte politique. Organiser des cercles de méditation en louant la salle de la kiné en dessous du bureau, c'est un acte politique. Prendre la parole sur LinkedIn parce que j'observe des pratiques chez mes clients ou dans mon propre cabinet avec lesquelles je suis en profond désaccord. Exprimer ma sensibilité de manière poétique et politique sur LinkedIn, c'est un acte profondément politique. Trier les déchets, c'est un acte profondément politique. Donc, en fait, la politique, ça commence d'abord par une congruence entre notre vision de société et ce que nous faisons et ce que nous disons. Et pour renouer avec la thématique, l'une des thématiques ce soir, le geste intime, la sensibilité, parvenir à exprimer notre sensibilité partout où elle est confisquée, où elle est étouffée, c'est un acte profondément politique. Quand je vois j'ai des amies danseuses qui font un pas de danse par jour dans la rue en se filmant, il y en a plusieurs qui font ça aujourd'hui, hommage notamment à Louise Soulier, c'est profondément politique. Voilà. Donc la politique est partout où on pose une intention de congruence entre notre vision de société et nos gestes. Voilà des premiers éléments de réponse. Je pense que ça parle à Imanou et Paul, parce que j'adore. L'art du Wu Tao est un acte politique. Inspiré et politique.
Vas-y, Manu. Non, Paul, il était parti. Dans nos stages, cours, etc., on n'arrête pas, surtout en ce moment, mais on le disait déjà avant, Oui. La baseline, éveiller l'âme du corps, qui est donc une manière pour nous d'intégrer dans le geste, dans la façon de bouger, une relation au corps qui soit pas seulement au corps, mais au corporel, mais pas seulement au corporel dans une vision limitée, mais dans une vision intégrant le mystère. Et ce mystère, quand se met en relation, on rentre tout de suite dans un espace sacré. Dès qu'on rentre dans le mystère de notre vie, de notre venue au monde, de la Terre, du cosmos, de la dimension, je vais faire la pub d'ailleurs pour une chaîne qu'on regarde un peu régulièrement qui s'appelle La Balade Mentale, d'un jeune qui fait des films sur le cosmos, des dimensions. On est sur un vaisseau, par exemple, sur La Balade Mentale, il y a une petite vidéo de 15 minutes où il montre la vitesse de déplacement, pas seulement de la Terre, mais du système solaire. Dans l'espace, on est réellement sur un vaisseau. Toutes les histoires qu'on racontait, on disait on est sur un vaisseau, etc. Mais c'est vrai. Et on le voit, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. Donc, donc, éveiller l'âme du corps, c'est important parce que d'un seul coup, c'est pas je bouge, c'est ça bouge, c'est je bouge, ou plutôt ça bouge, fait bouger, je bouge. Et dans cet espace-là, il y a un espace de rencontre qui est le mystère. Et le mystère, pour l'intégrer, je n'ai pas besoin de le connaître. Ça, c'est une notion très, très importante. Je n'ai pas besoin de savoir. J'ai besoin simplement d'accepter qu'il y a un mystère, d'accepter qu'il y a une force évolutive en moi et que je ne suis pas fini. Je ne suis pas condamné, moi et notre tissu social partout, à finir en homo, costumus, travaillus, etc. Il y a encore un mystère d'évolution vers un devenir, vers la mémoire du devenir qu'on a en nous de ça, que le Wu Tao, c'est ouvrir cet espace-là et le laisser nous respirer, le laisser nous imbiber, nous transformer, et on en fait, on espère, de la beauté par des calligraphies de gestes, ou donc dans ces calligraphies de gestes aussi, la façon de caresser l'air, de calligraphier l'air est aussi un respect. Venant des arts martiaux, je peux vous dire qu'on tranche l'air, on coupe, on pénètre, des mots très masculins dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans ce qu'est devenu le masculin coupé. Le masculin nous nourrit du féminin. Et donc, dans le Wu Tao, on réintègre ça. Et d'un seul coup, je bouge sans déranger. Je bouge comme si les choses revenaient en l'état. Et pourtant, j'ai laissé une trace, une signature. Et une signature pour l'autre personne qui vient dans cet espace ou qui est juste à côté est bonne, douce, agréable. Elle n'est pas perturbante. Et là, de bouger, de rebouger, de se mettre comme ça change tout. Tout mon corps de chair ensuite se met à vibrer et à aller plutôt vers ça, plutôt que de cuirasser et de retenir tout. Voilà. Eh bien, il y a une résonance extrêmement forte avec les pratiques d'éclore, qui sont des pratiques d'écologie relationnelle, où on apprend non pas par le mouvement du corps, mais par le verbe à remettre de l'âme dans nos relations, apprendre à aller sur le verbe créateur, performatif, un verbe qui n'est pas du bruit, un verbe qui est inspiré, un verbe inspiré par plus grand que soi, et apprendre à offrir son verbe aux autres comme on offrirait des fleurs. Et on a des pratiques de cercle qui sont présentes dans de nombreuses communautés. On n'a rien inventé évidemment, mais on se met en cercle, on démarre par des temps méditatifs et on apprend à laisser du vide, laisser du creux dans nos temps de partage pour que nos verbes s'hybrident, que nos tensions se fécondent et qu'on puisse s'éclairer les uns et les autres avec un verbe vraiment créateur. Et je vois beaucoup de résonance par rapport à la pratique du Wu Tao, comme si nos pratiques étaient presque le prolongement. D'abord, il y a ce geste
qui réinvestit le mystère et qui peut se prolonger ensuite dans un verbe créateur. Super. Il y a pour moi aussi l'importance, il y a une petite chose où j'ai une petite gêne, j'ai senti quand tu as dit le cercle, on n'invente rien ou on crée rien, etc. Je pense que si, on crée quelque chose. On crée quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée dans cette crise, occasion, danger, opportunité, risque, etc. Les Chinois traduisent ça par ces deux idéogrammes-là, qui donnent donc une autre vision, une autre façon de vivre la crise. Mais dans l'idée aussi quand même que nous quittons un monde avec ses habitudes, ses lois, ses règles et ainsi de suite, il y a des pratiques de danse, des pratiques de corps qui ne sont plus des pratiques corporelles qui intègrent le mystère, qui sont des pratiques très influencées par la relation politique d'exploitation, où j'exploite mon corps. Un danseur aujourd'hui exploite son corps pour le désir de son ego. J'ai exploité mon corps pour les désirs de mon ego, de virtuosité, pour devenir champion. J'ai eu la chance de devenir champion du monde, ce qui fait que ça m'a détendu un peu. Et dans cet espace de détente, j'ai pratiqué d'autres choses qui d'un seul coup... Non, mais ça paraît bête ce que je dis, mais c'est... Si je n'avais pas été champion du monde, peut-être que j'aurais été encore en quête d'eux. Le fait d'avoir été champion du monde, quelque chose à un moment a été satisfait dans mon... Et donc, dans cet espace-là, j'ai fait d'autres choses. Entre autres, par contre, de la danse. Mais dans la danse, j'ai retrouvé ce rapport au corps d'exploitation, de domination, où quand le corps ne donne pas ce que je veux, je lui en veux. Je l'ai vécu moi-même. Et donc, il y a d'autres, et donc, je crois que même les pratiques qu'on croit être des pratiques tolérantes ou d'accompagnantes ou d'écologie corporelle dans la relation au corps ne le sont pas. D'une manière générale, je vais peut-être choquer des personnes, mais le Hatha Yoga est sur cette même philosophie de domination du corps. Je ne dis pas que ça l'était originellement. Aujourd'hui, les gens veulent plus d'amplitude articulaire. Ils confondent amplitude articulaire avec souplesse. Je peux avoir de grandes amplitudes articulaires et être raide dans mon caractère et dans mes pensées. Et donc, je n'ai pas fait donc le lien. Et pourquoi je n'ai pas fait le lien? Parce qu'il n'y a pas d'espace, de vide qui permet le lien. Ce sont des partitionnés. J'ai été partitionné, donc je le dis avec amour, estime, respect, etc., pour ceux qui le sont encore, mais j'ai eu une pratique complètement formatée. Et il a fallu que je défasse. Et beaucoup de gens pensent que c'est une pratique nécessaire. On retrouve ça dans l'art, on retrouve ça dans... Oui, il faut faire du partitionné, il faut faire ça, et après, non. J'ai réussi à me défaire de ça, ou j'ai réussi à être ce que je suis malgré tout ça. J'aurais fleuri plus tôt et peut-être plus joliment si je n'avais pas eu ce formatage partitionné. Donc ça, c'est une notion importante dans les nouvelles pédagogies, entre autres, dans les nouvelles façons d'apprendre. Restons dans du global, pas dans du partitionné, additionné qui devient total. Donc, quand on est dans la totalité, on reste marqué par la partition. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Donc, il y a des choses à créer, à inventer, et il y a des choses à créer, à inventer qui ne doivent pas être, à mon sens, dans le moule d'avant. C'est vraiment, il y a des révolutions vraiment et on le voit aujourd'hui en pédagogie avec aussi la naissance de plein de pédagogies alternatives, etc. Manu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Je trouve que tout ce qui est dit, et je suis complètement dans cet espace-là, je dirais que ce qui m'a, pour donner ce sensible et pour avoir vraiment, tu parlais de génie créateur et d'avoir du silence, c'est vrai que très profondément se relie ce que vient de dire Paul aussi, c'est très important parce que venant des arts scéniques, des arts, que ce soit la danse, le théâtre, le mouvement, tout ça, il y a une vraie recherche et ce qui m'a vraiment amené dans le Wu Tao et ce qu'on a vraiment voulu distiller, c'est l'art de ne servir à rien, de ne plus être. Et là, je pense que c'est là où on se rejoint aussi.
c'est de ne pas être utilisé. Et vraiment, de ne pas être... Et ne pas s'utiliser. Et ne pas donc s'utiliser par rapport à la danse, par rapport à tout ça. C'est des choses que j'ai moi-même aussi traversées et vécues. Et le théâtre aussi, l'humiliation, comment tu deviens un être doué grâce à l'enfermement ou à la pression ou à l'humiliation. Dans la danse, c'est pareil. Les maîtres de corps de ballet exercent sur leurs danseurs des choses atroces et horribles. Donc, nous, on est vraiment sortis de cet espace-là et vraiment, là-dessus, je vais rejoindre, il y a quelque chose vraiment à observer dans notre façon d'appréhender nos arts et à la transmission de ces arts, de trouver quelque chose de nouveau en nous qui fait qu'on ne va pas, et pourtant on le fait en fait, hein, je sais qu'il y a quelque chose que tu fais complètement, mais qu'il faut même avoir le temps de l'affirmation de ça. Et c'est ça pour moi le changement d'aujourd'hui, c'est ce paradigme, c'est d'aller à fond, d'en permettre justement, et c'est quelque chose qu'on dit tout de suite, c'est se défaire de la façon dont on a appris, dont on nous a enfermés dans ces carcans, dans ces choses comme ça, qui nous fait qu'on peut supporter des choses qui sont totalement insupportables. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, enfant, qu'en fait, j'avais une grande idée. Je me dis, ça y est, j'ai tout compris. Je me suis dit, en fait, on serait heureux si tout le monde était réellement à sa place. Si les gens aimaient ce qu'ils font. Et s'ils aiment ce qu'ils font, ils vont être bons. Et on va être bons. Mais c'est pas ce qu'on a vécu, c'est pas la façon dont on est dirigé. Et voilà. Bon, là, je fais court, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde fera son chemin là-dessus. C'est très clair. Alors, j'ai juste envie de dire, c'est juste une phrase. J'ai une question pour toi, Solène. C'est juste de l'humour. D'une société de porc à une société de jambon, il n'y a qu'un mot, l'implication. Écoute, tout à l'heure, je me suis arrêtée en chemin et c'était ça qui dominait. Et être un jambon. Mais toi, après les poules de conscience, je tiens à dire que nous avons un fil d'Ariane très important entre les poules de conscience avec Mina le mardi dernier. Oui. Nous avons maintenant l'omelette au jambon. Et l'implication. Dans notre expérience scénique, artistique, dans le théâtre, dans la danse, etc., nous avons rencontré vraiment beaucoup de metteurs en scène, de chorégraphes sadiques, vraiment sadiques. Et donc, en face des masos, dont moi-même, à une certaine époque, où je n'ai pas eu la force que tu as eue, Solène, à cette époque-là, par exemple, de dire mais c'est inadmissible ce qui se passe là, j'arrête, je m'en vais. J'ai pris d'abord mon cachet, et puis voilà, on accepte. Ton argent, donc, hein. Et aussi parce que je pense vraiment qu'on accepte encore parce qu'on le justifie quelque part en soi. C'est-à-dire, il y a quelque chose en soi où, voilà, oui, c'est si je me force pas, j'y arrive pas. Donc, quelque part, il a peut-être raison de forcer cette personne, le groupe, etc. Et j'étais à la fois où je me suis révolté un peu contre ça et en affirmant ma position vraiment, ça a été avec Imanou, on était enseignants tous les deux dans un stage de formation de prof de danse. Et il y avait un autre, je tairai son nom, un autre prof de danse qui, et donc au niveau pédagogique, on s'était tous mis d'accord pour faire les ateliers des uns et des autres. Donc ça, souvent aussi, c'est des choses qu'on a vues, nous, qu'on a fait souvent, puis de l'autre côté, il n'y avait pas forcément la réciproque. Et donc nous, on fait ces ateliers, etc. Et un comportement, mais humiliant. Et donc, comme moi, j'intervenais aussi après dans ma spécialité, je me suis permis d'intervenir et d'interrompre ça, mais j'étais déjà, j'étais plus un jeune homme tout à fait. Il y avait déjà un peu d'expérience. Et donc, je lui ai dit, c'est inadmissible. C'est trop facile de faire ça. Viens avec moi maintenant dans ma pratique et je vais me comporter pareil. Je vais être... Et donc, il y a eu beaucoup de ça dans le milieu artistique. Dans la peinture, on retrouve ça aussi beaucoup. Et j'aimerais peut-être éclairer un peu ça aussi aujourd'hui dans la vision artistique exotique que tout le monde pense, oh non, des fois c'est peut-être là où il y a le pire des exploitations et voilà, je n'en dirai pas plus. Oui, parce que Paul, pour aussi avoir le partage et le témoignage de Solène,
qui connaît le monde de l'entreprise. Enfin, moi, c'est un monde qui, en tout cas, en plus des grandes entreprises, qui m'est pas familier. Et par rapport à tout le cheminement et ce dont on est en train de parler, qui sont tous ces thèmes, de vient de parler de Paul, etc., Imanou, au niveau de l'humiliation, au niveau de l'exploitation, je suis assez. J'ai besoin de toi, en fait, Solène, pour me parler, pour me dire, parce que je suis encore à un endroit, moi, aujourd'hui, mais en ayant rencontré, on avait aussi rencontré Edelgeut, qui cherchait à faire bouger les choses aussi de l'intérieur dans les entreprises. J'ai du mal, et c'est voilà, quand tu apportes justement quelque chose de nouveau dans ta parole, dans ta souveraineté, c'est le thème de la souveraineté, de se mettre au service, c'est un thème, une thématique qui est chère aussi à Imanou et Paul. Quand tu t'adresses au milieu de l'entreprise, quand tu t'adresses à ces dirigeants, ils sont-ils sensibles? Parce que là, justement, on est dans la performance de l'inutile, on est dans le fait de ne plus être dans l'exploitation. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui un grand dirigeant, une grande dirigeante, et vraiment être au service de l'humain? Il y a quelque chose de moi, je le sens bien, qui en doute. Et que quelque chose, c'est une espèce de grosse machine qui va de toute façon réutiliser même le beau, même l'éclairé, même le conscient, même l'inspiré, va être repassé dans la machine, dans ce mangeur de pierre, ce système. Et voilà, donc j'avais envie d'avoir ton retour par rapport à ça. Merci de cette belle question, Delphine. Le problème, il est systémique. Il n'est pas le fait de dirigeants ou des dirigeants. Je connais des dirigeants très éclairés qui ont fait des choses incroyables pour émanciper leur collectif de travail, pour libérer les initiatives, permettre la sensibilité, la diversité des intelligences, mais ils se sont fait décapiter. Et pas par un chasseur de tête, mais par un actionnaire. Et puis, quand ce n'est pas l'actionnaire qui décapite, c'est le corps social qui à un endroit, n'est pas d'accord. Donc, en fait, la problématique, c'est que c'est systémique. Tout se tient. D'ailleurs, la problématique de l'émancipation, elle n'est pas propre à l'entreprise. Vous prenez des collectifs de travail qui sont des associations ou même des confédérations spirituelles, il y a les mêmes problématiques d'exploitation. Hein. Donc, c'est tout simplement que les humains ne savent pas encore faire. On ne sait pas encore se constituer en collectif, qu'on l'appelle famille, entreprise, société. On ne sait pas se constituer en collectif émancipateur. C'est quelque chose qui se découvre actuellement. Je pense que nous sommes des familles, que ce soit le Wu Tao, Éclore ou d'autres, il y a des familles comme ça, des familles d'êtres sensibles, créateurs de culture qui expérimentent des nouvelles modalités de faire ensemble au service de l'émancipation de chacun, chacune, dans des logiques de souveraineté, de profond respect de la dignité humaine. Mais on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Et j'ai juste envie de vous donner un exemple. Il y a quelques années, on organisait le festival Éclore à l'Hôtel de Ville de Paris autour des défis humanistes des managers. 1000 dirigeants, managers réunis à l'Hôtel de Ville. Dans la préparation même de cet événement, qu'on faisait comme d'habitude sans argent, qu'avec des bénévoles, on a eu quelquefois des logiques qui n'étaient pas pleinement respectueuses des personnes qui travaillaient. Et on a dû se regarder et avoir l'humilité de se dire, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, on n'a jamais été dans des logiques vraiment très dysfonctionnantes, telles qu'on le voit quelquefois, mais on a dû reconnaître que nous n'avions pas mis en place les bonnes modalités organisationnelles qui permettaient un profond respect de chacun, chacune. Tout ça parce qu'on ne savait pas faire et on apprend à le faire et on tâtonne. Alors, pour quand même nous rassurer, chère Delphine, je dois te dire qu'il existe des leaders, femmes et hommes éclairés, serviteurs au service du bien commun et que je les connais personnellement. Et alors, ils sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Et ils ont tous des pratiques de développement personnel et spirituel à côté, qui est philosophe, praticien, thérapeute, danseur, que sais-je. Voilà, ils ont tous quand même des parcours hybrides et des sensibilités à des voies alternatives. Et comme ils sont peu nombreux et qu'ils sont quelquefois mis en danger par des systémiques dysfonctionnantes, on a décidé de les mettre à l'honneur avec Éclore lors de notre prochain événement au mois de mai à la Sorbonne, au cœur de la Sorbonne, grand amphithéâtre historique, 840 places, là où est né mai 68.
à côté des rues. Donc, il y avait les rues et l'amphithéâtre de la Sorbonne. Et on organise un colloque sur l'émancipation au travail en mettant à l'honneur des dirigeants et des collectifs de travail du Nouveau Monde qui doivent inspirer de nouvelles normes managériales. Mais ils sont très peu nombreux et on les a trouvés. Bravo. Je crois que Delphes, il n'y a pas que Delphes qui est rassuré. C'est génial. Moi, j'adore ce que tu dégages, Solène, et puis que voilà, cette force que tu as, cette rentrée que tu as, moi, franchement, je te salue vraiment, vraiment. Ouais, ça fait du bien. Moment, Est-ce que ces dirigeants, bon. ils ont une particularité? Je sais que tu es sensible justement au potentiel, aux personnalités hypersensibles ou atypiques, dont on a déjà pu parler autour de ces lives. Il y a eu un mot qui a été partagé par l'un d'entre vous ce soir à un moment donné, c'était l'adaptation. Et notamment, on parle de suradaptation chez ces personnes hypersensibles aux comportements atypiques. Et je me dis que peut-être ces dirigeants font un peu partie de ces personnalités atypiques et qu'ils ne vont pas, donc du coup, même en étant dirigeants, se conformer à une certaine manière, à une certaine vision archaïque de diriger, mais qui vont réintégrer quelque part, même eux en tant que dirigeants, ça leur devient insupportable que le vivant soit mis à mal, que la vie soit mise à mal et que leur être sensible, et qu'ils ont peut-être eu aussi, même dans leur éducation, va savoir quelque chose ou dans le collectif ou une force intérieure qui fait qu'ils ne sont pas dans la suradaptation. Donc, ils ne sont pas en train de s'adapter et de se conformer aux règles, mais qu'ils sont prêts à inventer quelque chose lié à leur propre dynamique interne. Est-ce que ça te parle, ça, ou pas du tout? Oui, la plupart d'entre eux sont ce qu'on appelle neuroatypiques. Donc, ils ont des modalités cognitives et sensibles différentes de la norme. Vous savez, ça suit la courbe de Gauss. Donc, ils ont des intelligences différentes. Et soit, depuis toujours, ils sont conscients de leur différence, soit il y a eu des points de bascule dans leur vie. J'ai en tête un dirigeant qui a eu un parcours très linéaire au départ, banquier chez Rothschild. Et en fait, il a vraiment eu une prise de conscience où il allait assumer que sa vision était différente et qui est sorti des sentiers battus. Voilà, donc soit c'est assumé dès le départ. Il n'est pas devenu président. C'est une blague. C'était une boutade. J'ai vu ton œil, Paul. J'ai vu ton œil. J'ai compté combien de temps ça allait arriver sur le champ. Mais oui, là, c'est top. Comment vous vous sentez là tous? Imanou, Paul, Delphine, comment vous vous sentez? Moi, je me sens bien. J'ai envie de dire, je me sens bien. J'ai envie de dire, je réalise le parcours et le chemin parcouru en fait en t'écoutant. Je me dis, voilà, d'une atypique qui ne pouvait pas supporter ce monde. Et finalement, ça m'a poussée. À la fois, je me disais, oh, c'est génial, j'aurais pu rencontrer Solène. À d'autres moments, ça aurait été génial. Et puis me déployer dans une entreprise, mettre ma créativité au service. Et je me dis, ça aurait été génial. Et puis en même temps, je me dis, ouais, je n'ai pas rencontré ça. Peut-être que je ne ferais pas plus partie de ce monde. Peut-être que je me serais suicidée. Et puis après, j'ai vécu tous ces espaces. Et puis je me suis dit, finalement, tout est bien. On se rencontre là. J'ai créé ce que j'ai créé. J'ai rencontré l'homme que j'ai à côté de moi, avec qui on a co-créé et qu'on continue de co-créer. Et du coup, je me dis, mais voilà, j'étais dans cet état-là. Si tu veux vraiment le fond de ma pensée, c'est cette qualité voilà, j'étais en train de faire rapidement. C'est pas le dernier jour de ma vie, hein, c'est pas mon dernier instant. Je suis pas en train de mourir, hein, mais peut-être que je suis en train de mourir à quelque chose. Je fais une sorte de, mesdames et messieurs, devant vos yeux, devant ta question, il y a quelque chose qui est posé, vraiment. Et je t'en remercie. Merci Manu. Et Paul? Moi, Solène, je suis vraiment, dans le bon sens du terme, illuminée par ta présence, ta parole, tes mots, la précision, la justesse. Et ça me fait un bien parce que j'étais vraiment pas bien. Même là, en arrivant pour le live, j'ai été très touché par un partage avec notre fille Soliane hier qui souffre.
et qui a envie d'aller au lycée pour être avec des copains-copines et de sortir de l'instruction qu'elle fait toute seule qu'elle avait avec choisi, hein. nous, entre guillemets, ou avec un environnement qu'elle avait choisi, mais que là, elle vit comme d'une manière subie. Et comme elle n'a pas d'activité, donc j'étais vraiment très peiné, ça me réveille la nuit, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'aurais aimé qu'elle écoute. Alors, elle a 15-16 ans, donc, mais dès que je pourrai, je lui ferai écouter ce live pour qu'elle puisse t'écouter aussi et qu'elle ait des sources d'inspiration aussi et de confirmation. Voilà, donc je suis ravi de te rencontrer, pas encore en présentiel, mais quelque part un peu plus, parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment par les réseaux qu'on avait des contacts. Donc là, il y a un peu de présentiel, un peu de présence, et c'est la magie que m'a amené d'ailleurs le confinement, c'est de découvrir qu'il pouvait y avoir une qualité, même par écran comme ça, de lien, de subtilité, de rencontre. Donc ça, c'est vraiment j'ai dépassé quelque chose avec toutes ces histoires dans le distanciel, où le subtil et la qualité peut être vraiment présente. Il n'y a pas besoin d'être forcément là à côté, mais je souhaite quand même que ça puisse se faire. Merci. J'ai envie de poser la même question à Delphine, l'intervieweur qui a interviewé. Écoute, moi, c'est Wuta au live. À chaque fois, il y a je peux être traversée par différents états. Aujourd'hui, j'étais beaucoup traversée par le thème de la violence et le sentiment à plein d'endroits. On parle de l'intime et du sociétal. Et ben, j'avais ce sentiment d'être, voilà, de mon histoire aussi, d'être traversée par mon histoire personnelle et collective, et à la fois d'aujourd'hui et puis depuis la nuit des temps. Et d'avoir ce thème qui était là, qui était fort, qui me minait et qui m'attristait. Dans le pendant de ça aussi, j'avais l'opportunité et la chance d'être face à la mer. Et à un moment donné, je me suis retrouvée comme échouée sur le sable, à regarder la mer, à sentir le soleil et à sentir que j'avais la foi, et pas une foi religieuse, mais que j'étais portée. Je sentais le sable aussi, je pris le sable dans mes mains et qu'il y avait quelque chose vraiment de très puissant qui était là et qui faisait que la vie était là. Et qu'il y avait l'histoire de l'humain et de l'humanité avec ses violences, qu'il y avait mon histoire personnelle avec sa violence, celle qui pouvait encore émerger à l'intérieur de moi. Et je sentais les compressions de la naissance arriver et de sentir que oh, Matrice, je t'aime et je te déteste, et beaucoup de ces mémoires et de ces empreintes qui étaient là. Et le fait de sentir ce soleil, de sentir cette foi, j'avais vraiment le cœur qui était grand, mais j'étais par contre fatiguée, à la fois fatiguée et ressourcée. Voilà, c'est un drôle de sentiment paradoxal. Ouais, fatiguée, vidée et ressourcée en même temps. Et quand j'arrive avec ces lives, j'ai toujours ce sentiment d'une rencontre. Et j'honore aussi la surprise de voir que cet espace virtuel, où on est à distance, et de vous sentir si proche dans ce moment-là. Moi qui aime Emmanuel Paul de Sablière, le contact, Solène aussi, on s'est acheté dans le contact. Mais c'est fort de sentir ça, ce lien donc, qui passe à travers tous ces filtres. Donc, je suis heureuse de te rencontrer, Solène, de cette manière-là aussi. Et j'ai l'impression, c'est ma subjectivité bien sûr, mais que je trouve que cette situation offre une qualité de rencontre où je ne nous ai jamais sentis aussi proches de nos êtres. Et que d'un seul coup, mais là, voilà, moi j'ai une petite tendance à l'amplification. Alors, comme toute cette situation a tendance à amplifier, je dois me réguler quand même. Mais la qualité d'âme et la qualité d'être qui est là dans la rencontre avec les personnes, ça me donne le sentiment, alors je vais te dire, je suis comment ? On y est. Oui. Voilà. On y est. On y est. Pas ennuyé, on y est. On y est. Et c'est là. Donc voilà, il y a cette joie de ça et cette intime douceur. J'ai beaucoup pensé à la tendresse aujourd'hui. Et la tendresse qui peut dire non, la tendresse qui peut s'indigner, la tendresse qui peut s'impliquer.
mais la puissance de la tendresse. Voilà. Moi, je vois un mouvement de société qui demande à émerger et à se déployer et qui suivrait vraiment cet art du geste, du Wu Tao, qui viendrait vraiment de l'intérieur, de l'intime et qui se propagerait comme un battement d'aile de papillon peut propager un ouragan. Voilà, je fais le vœu là avec vous, avec votre famille, j'ai envie de dire notre famille d'âme même, que ce geste du Wu Tao s'amplifie et qu'on soit des milliers, des millions à danser en suivant cette voie du milieu, à partir de cet espace de souveraineté, qu'on se relie les uns aux autres, dans le respect de notre propre guidance, dans l'accueil de la vie et la transcendance, reliance, silence, vœu sacré de la vie qui souhaite se déployer par nos corps, par nos cœurs reliés. Merci. Merci Solène. Je rajouterais juste aussi, pour repenser à Soliane et au fait qu'elle m'a fait autre, puisqu'elle m'a fait papa. J'ai découvert avec Soliane enfant que la vie veut vivre, que la vie est enthousiaste, que la vie veut être avec et pour. Et ce qui me touche dans ce qu'elle vit aujourd'hui, elle, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe impacte et froisse cette qualité initiale. Alors on pourrait dire, oui, mais elle va justement trouver de la force contre cette pression, elle va trouver de la résilience. Oui, j'espère et nous ferons tout pour. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle serait s'il n'y avait pas eu ça? Et qu'est-ce qui est perdu? C'est important d'oser cette question quand même. Tout à fait. Hein, et si on n'avait plus besoin de se réparer, quel serait le monde? Si on n'avait plus besoin de se décabosser. Voilà. J'ai juste envie de rappeler à nos âmes que la violence fait aussi partie de la nature, que l'enfant naît dans la déchirure, souvent en criant, Je ne suis pas la d'accord. douleur. En tout cas, c'est mes convictions profondes et qu'effectivement, il y a des violences naturelles et des violences, en revanche, qui pourraient être évitées. Et donc, le discernement de ce qui est inévitable, de ce qui est évitable. Et là, on rejoint la dimension plus politique de l'échange, comment construire les conditions politiques, socio-économiques, politiques de l'émancipation et d'une vie ensemble paisible. Voilà. Mais sans nier l'existence dans nos vies terrestres de la douleur. Voilà, de la douleur, voire de la violence. C'est ma conviction en tout cas. Juste une petite précision par rapport au déterminisme de naissance. Donc, il y a un article que que les personnes pourront retrouver sur Génération Tao, sur le site qui s'appelle « Quelle naissance pour quelle humanité ?» Ou dans le livre du Wu Tao. Hein? Ou dans le dernier livre du Wu Tao. Ou dans le dernier livre. J'oublie à chaque fois. Hein. Et dans le dernier livre. Et donc, le regard que nous avons eu et d'autres personnes l'ont eu, donc je conseille aux personnes aussi de retrouver un livre ancien qui s'appelle Pour une naissance sans violence de Frédéric Leboyer, où il pose un regard contemporain sur ce qu'on ne voyait pas de la naissance et ce qu'on se met à voir aujourd'hui de plus en plus, et de voir comment une façon de naître va nous déterminer dans une façon de vivre et voire une façon de mourir. Donc on voit aujourd'hui, pour faire très simple, que dans une façon de naître de plus en plus médicalisée, on retrouve une vie et une fin de vie de plus en plus médicalisées. On confond violence et intensité. On confond effort et douleur, etc., etc. On confond épreuve et polarité sadomaso, etc., subir, etc. Et donc, tout ça a un lien avec une façon de naître. Et l'enfant ne crie pas. C'est déjà là une déformation. Aujourd'hui, il y a des naissances qui sont accompagnées avec conscience, ou, pour reprendre la science de l'affectivité de Hans Weinmann,
quand la mère ne quitte pas l'enfant et le processus, elle accompagne ce qui se passe en elle. Si elle quitte le processus, donc elle crie, elle a mal, elle ne rentre pas en transe. Si elle accepte, elle rentre en transe, elle rentre dans l'accompagnement, elle est avec l'enfant, elle ne crie pas. Et l'enfant, quand il sort, il ne crie pas. Pourquoi il ne crie pas? Parce qu'on ne lui coupe pas le cordon. On ne le met pas en dette d'oxygène. On ne l'étouffe pas. Quand on laisse le cordon se vider petit à petit de ses battements, c'est l'observation qu'on regarde, et ben l'enfant se met à tout sauter, tout simplement, et à déployer ses poumons d'une manière accueillante, douce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, etc. Intensité. Et ce qui est important, peut-être même Solène là-dessus, c'est que cette idée-là, justement, du changement et du changement de matrice aujourd'hui que nous vivons tous les uns et les autres et les unes et les autres, obligatoirement, notre propre empreinte de naissance va se rejouer, se réactiver. Et donc, important de prendre conscience pour se donner ce qu'on n'a pas eu et de prendre exemple où il y a même un mouvement aux États-Unis de femmes, et il faut, même si elles ne sont pas majoritaires encore, elles interrogent et elles nous questionnent. Il y a des femmes qui accouchent avec un orgasme. J'ai vu des images, mais ça veut dire quelque chose. Donc, arrêtons de croire à la majorité et explorons ce qu'une minorité découvre, les continents qu'elle découvre, et disons-nous, mais merde, si elles vivent ça, allons-y, explorons et allons-y, et remettons en question des empreintes judéo-chrétiennes qui sont « tu travailleras à la sueur de ton front et tu enfanteras dans la douleur ». Et je pense que c'est très important parce que moi qui avais beaucoup cheminé sur le rebirthing, me préparant à un accouchement physio, ayant trouvé quelqu'un qui avait accompagné, puis finalement ça s'avérait quelque chose d'horrible, mais ça a fait partie de mon chemin. Ça veut dire qu'on ne le met pas en dehors, mais l'accouchement physio, et là je renvoie à Isabelle Chalut que nous avons accueillie, que nous avons échangé. C'est magnifique aussi son cheminement d'accompagnement des femmes. Et elle réenseigne ou redonne aussi à des autochtones à qui on a fait perdre cette donc, je pense qu'il faut arriver à vraiment se décliver de tout ce qu'on nous a appris. Oui, il y a des choses fortes. Oui, il y a de la violence, entre guillemets. Mais après, c'est comment aussi pouvoir traverser sans la réanimer, sans en avoir besoin absolument pour exister. Ça veut dire vraiment défaire du trauma, de cette injonction. Tu enfanteras dans la douleur et tu travailleras la sueur de ton front. On est en train de défaire ça ensemble. Et je pense que c'est tellement énorme que c'est révolutionnaire. C'est évolutionnaire d'ailleurs. De faire cette attention à l'intérieur. En fait, merci, et c'est superbe vos témoignages. Je suis complètement d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'émanciper de la violence qui, a priori, nous semble naturelle. En revanche, il faut sûrement distinguer la violence de la souffrance, la douleur de la souffrance. La douleur fait partie de la vie. La violence aussi fait partie de la vie. Une mère qui perd un enfant, absolument. Il y a de la violence. La vie a une forme, la mort brutale, subite. La violence fait aussi partie de nos conditions d'existence. Évidemment, la culture doit nous inviter à nous en émanciper, à prendre de la hauteur, à trouver d'autres processus à plein d'endroits pour ne pas être dans la violence. Mais la violence fait partie de la vie sur Terre. Une tempête qui arrache les arbres du sol, il y a de la violence. Et donc, souvent, je me dresse en faux contre toutes les techniques qui voudraient... édulcorer. Ouais, voilà. Édulcorer les choses. Gym douce. Être que dans la douceur. Je pense qu'on est en phase là-dessus. On s'entend vraiment là-dessus aussi, Solène, vraiment. C'est peut-être une histoire de mots, tout ça, et de sémantique. De redéfinition, aussi, j'ai eu redéfinition pour pouvoir, à un moment donné, aussi faire des distinctions entre justement ce qui va être l'ordre d'une empreinte, et je vais croire que le monde est violent, ou qu'une part, ou que la vie est violence. De quoi je parle quand je parle de violence dans mon propre ressenti, de quoi je parle quand je parle de souffrance et de douleur. Alors là, pour le coup, nous nous reverrons. Oui. Car il est déjà 19h35.
Je n'ai pas vu le temps Mais passer. c'est intéressant parce que là, on est en plein dans la l'entreprise sémantique alternative de conscience où on s'interroge aussi sur Sur justement toutes ces résonances-là. Sur ces résonances. Peut-être que je peux faire ce petit aparté pour conclure, puisque c'est vrai qu'on a évoqué, que vous avez évoqué, Imanout a évoqué l'entreprise alternative de conscience. Donc, c'est difficile de le résumer, de te le résumer, Solène, mais en tout cas, c'est Imanou et Paul qui, dans la création à ce moment-là, qui était du magazine Génération Tao, et puis tout ce qu'il y avait déjà le Wu Tao, il y avait une petite équipe qui œuvrait pour toutes ces dynamiques. C'était même avant le centre, et c'était comment mettre la conscience au cœur justement de tout ce qui était entrepris, qui était plutôt d'ailleurs œuvré. On s'amusait d'ailleurs, en tout cas moi je m'amusais à dire que c'était l'Enterprise, un clin d'œil à Star Trek, le vaisseau. Et nous étions sur cette Enterprise, et comment justement arriver à ce que les peurs, les désirs, les freins qui animaient chacun d'entre nous dans cette équipe, le cheminement, comment éclairer notre subjectivité dans ce qui se vivait au sein de l'entreprise, à la fois au niveau, alors on était dans l'écologie relationnelle, puisque c'était à la fois ce qui se vivait au sein de l'équipe, mais ce qui se vivait aussi par rapport à ce que nous allions créer, c'était aussi trouver l'inspiration, ce qui pouvait freiner l'inspiration, c'était révéler aussi des aspirations. Donc, il y avait vraiment tout ce laboratoire expérimental et qui n'était pas seulement au service, c'était à la fois d'être au service de l'individu, être au service du collectif, avec cette conviction intime, conservant l'épanouissement. Tu parles d'émancipation, on parlerait plus, nous, d'épanouissement de l'être au service de l'œuvre, et que l'œuvre redonnait aussi en s'épanouissant et en florissant, redonnait aussi à l'être et à la tribu, qui est aussi un terme que l'on préfère à celui de famille, car il n'est pas souvent facile de trouver sa place au sein d'une famille, c'est subjectif de ma part, et qu'il est parfois plus facile de la trouver au sein d'une tribu. En tout cas, voilà, surtout une tribu choisie. J'ai à peu près dit au niveau de l'entreprise alternative. Oui, très bien. Je ne dirais pas plus, que sinon on est reparti. Ouais, on est reparti. Là, donc, merci beaucoup, Solène. Et puis, peut-être, encore une fois, c'est vrai que chaque mardi, ça donne envie de faire des espèces d'épisodes, de volumes, de chapitres qui se retrouvent, ou comment on a avancé les uns et les autres, les unes et les autres, 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé. Et en tout cas, voilà, ça me donne spontanément envie, Solène, de te retrouver pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors voilà, 1 an après, et tout ce qui a été créé, révélé, et surtout que cette situation bouge beaucoup en ce moment. J'en profite aussi pour vous donner quelques retours je vous renvoie particulièrement par rapport à ce mardi soir vers la lecture du manifeste du Wu Tao, qui a été écrit il y a déjà maintenant quelques temps, et puis la posture aussi du Wu Tao par rapport à cette situation qui s'appelle Cohérence 2021. Donc, les liens sont inscrits sur la page Facebook. Et puis, quelques petites phrases qui ont été, grâce à Marie Aliette, qui, pareil, œuvre dans l'ombre pour répertorier un peu des phrases qui l'ont touché, considérer que l'autre est un adversaire plutôt qu'un ennemi. Le mystère, pour l'intégrer, je n'ai pas besoin de le connaître. Sinon, Laurent Bien-Aimé nous dit au top, le prochain Bouddha sera un collectif. Solène. Merci pour ces paroles, ça me parle totalement. Solène nous invite aussi à aller regarder les vidéos de la danseuse Louise Soulier. Christiane, tout est parfait, merci pour ce riche partage. Je me retrouve dans vos situations vécues et à vivre. Voilà, s'émanciper d'un système pour épanouir notre être, a écrit Solène. Cohérence 2021. Bien, et voilà, je vous embrasse tous les 3. Je vous dis donc à très vite, et puis voilà, que nous œuvrions et continuons à pérenniser cette œuvrance ensemble. À bientôt. Ciao à vous toutes et tous, et très douce soirée de mardi. Au revoir. À mardi prochain avec Aruna, je crois. Ou pour un live, un art de la transanalyse live, un Nata live, pour la première fois. Où justement, nous allons évoquer la subjectivité éclairée. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? Essentiel. Merci. À très bientôt. Merci Solène. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt.